Donc nous allons étayer notre présentation sur des enquêtes qui ont été faites, donc c'est sur du vécu de nos patients. Donc une première enquête qui a été faite en 2016 par l'AFA, donc l'association François Aupetit, et une seconde qui a été faite par l'association l'AFPRIC, une présentation qui vous a été faite d'ailleurs lors du salon de 2014, donc des enquêtes sur le travail. Donc comment travailler. Donc vous allez voir au niveau de ces enquêtes, nous avons beaucoup de réponses. D'ailleurs, à chaque fois, nous vous remercions quand on fait des enquêtes. Vous êtes très présents et on voit que le sujet du travail est un sujet qui est très très important pour nous tous, puisque la vraie question, c'est finalement, est-ce que c'est la maladie qui va diriger notre vie qui est la vie professionnelle, bien sûr, ou est-ce que finalement, on va orienter notre maladie et notre vie, c'est-à-dire que nous allons tout simplement être l'acteur de nos souhaits professionnels et autres. Alors là, je fais un petit cliché parce qu'en fait, être acteur de la maladie, c'est juste ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Peut-être certaines personnes d'entre vous en ont entendu parler, mais c'est aussi, on va dire, dans le cadre professionnel, je suis acteur de ma maladie. Alors on voit de plus en plus de jeunes personnes, et j'en vois dans la salle, et c'est pour ça que cette conférence est très intéressante, car finalement, soit je vais laisser cette maladie diriger ma vie, quelles que soient mes souffrances, ou soit je vais décider d'aller travailler parce que c'est bon pour moi et que j'en ai besoin. Alors de là, nous avons dressé un éventail de 4 typologies, mais bien évidemment, chacun d'entre vous peut-être se retrouvera, mais peut-être pas forcément, car nous avons tous des pathologies différentes, des symptômes différents, une résistance au travail et à la fatigue différente. Donc pour ça, parmi les 4 typologies, on va dire, de travailleurs, donc moi je suis de nature très optimiste. Je pars sur la première version qui est de dire, quelle que soit la pathologie que vous avez, c'est d'être audacieux et optimiste. Audacieux et optimiste, c'est tout simplement des gens comme vous et moi, à qui un jour on annonce une pathologie, mais qui avaient peut-être, de par votre jeunesse ou autre, des aspirations professionnelles très importantes. Alors que vous soyez étudiant ou pas, vous savez que vous voulez faire tel métier, juste vous avez entendu parler que la pathologie va vous freiner. Donc l'idée, c'est tout simplement de se dire que rien ne va vous empêcher d'atteindre votre objectif et que vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir vous épanouir professionnellement. Juste ce que je suis en train de vous passer comme message, c'est que la pathologie et l'annonce de la pathologie en soi ne doit pas être un frein. Vous devez essayer d'aller jusqu'à ce que vos ambitions, vos aspirations vous mènent. Voilà, ne vous laissez pas démolir, affaiblir par toutes ces croyances limitantes qui font que quand on est malade, on ne peut plus rien faire. Ça me semble très important de vous communiquer ça, parce que sachez qu'il y a plein de personnes qui ont polyarthrite ou d'autres pathologies tout aussi graves, qui s'épanouissent professionnellement, qui grandissent dans ce monde en ayant des postes et des fonctions intéressantes. Alors après, vous allez me dire, oui, ok, c'est beau ce discours, parce que moi, je me vois mal travailler, m'épanouir, c'est très difficile. Juste, c'est vraiment un point à méditer sur est-ce qu'il faut travailler pour exister, ou aussi de se dire quelquefois qu'il est bon de travailler juste pour se soigner, parce qu'on est dans un cadre où quelquefois on est entre les deux. Alors là, je vous ai mis oser, c'est doser, parce que justement, là, on est sur des typologies de personnes qui ont une vraie volonté d'aller au travail, simplement elles ont peur, elles n'osent pas, et elles savent que peut-être même avant d'avoir commencé, elles retrousseront chemin. Non, moi je vous dis let's go, il faut y aller, allez jusqu'où vous avez envie d'aller, et si la santé fait que vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de vos souhaits, vous trouverez une capacité d'adaptation en vous qui sera des ressources externes. Tout à l'heure, on vous présentera des volets d'aménagement qui peuvent être possibles au niveau de vos postes de travail, mais tentez le tout. On dit toujours oser, c'est doser. Dès le début, ne déclarez pas forfait en disant c'est pas pour moi, voilà, moi j'ai une affection longue durée, je suis très fatiguée par moment. Eh bien oui, on est tous fatigués, et moi j'ai quelquefois envie de vous dire que vous soyez fatigué chez vous ou au travail, il va juste se passer une différence, c'est que quand vous allez vous sentir un petit peu mieux, que vous allez être dans un cadre avec d'autres personnes, vous ne serez pas isolé, et il y a une vie sociale qui fait que c'est aussi un vrai relais. Et on a besoin de ça, d'être tous ensemble, et que ce soit au niveau du travail, au niveau de votre vie familiale, c'est très important de tout du moins tenter le coup. Vous ne regretterez jamais d'avoir osé vous orienter professionnellement vers ce que vous souhaitiez faire. Voilà. Donc la troisième catégorie de personnes qui pour moi, alors on peut même se dire que peut-être ces typologies de personnes, ça va en crescendo dans la vie. C'est de se dire finalement j'ai osé, sauf que là j'arrive un petit peu à rencontrer de plus en plus de difficultés professionnellement. Et il faut que je travaille pour me nourrir,
travailler pour vivre ou vivre pour travailler, hein. Là on revient encore sur des vrais sujets. Simplement mon métier est de plus en plus dur, je suis épuisée, je n'ai plus de ressources, je ne suis pas forcément entendue, compris. Alors on verra après les différents points. Et c'est de se dire qu'à ce stade-là, j'ai une vraie réflexion où je tente le tout pour le tout, c'est-à-dire que j'essaye de mettre en place encore une stratégie gagnante, d'essayer de voir d'améliorer mon cadre de travail avec toutes les possibilités. On va vers une population de plus en plus jeune, mais on a aussi des moyens de travail qui aujourd'hui sont quand même un peu plus tels que le télétravail ou autres, qui libèrent un petit peu le travail. Donc ensuite, à ce stade-là, c'est juste de se dire, moi je peux continuer à travailler et je regarde peut-être des thématiques telles que la reconnaissance de travailleurs handicapés ou autres. Donc tout à l'heure, Marie-Hélène vous proposera toutes ces aides. Juste à ce stade-là, la question est de se dire, qu'est-ce qui est le plus important ? Je préserve ma santé ou moi je veux continuer à travailler ? Et quelquefois, là, on a une vraie question, hein, c'est le refus. Hein. Vous savez qu'on est très exigeant avec nous-mêmes. Hein, et souvent, nous sommes bien plus exigeants avec nous-mêmes que les autres le sont avec nous. Hein, donc, n'hésitez pas à méditer. Mon choix, c'est quoi ? Je préserve ma santé physique et mentale, ou moi, rien m'arrêtera et je vais continuer à travailler. Et là, c'est tout simplement votre corps qui vous le dira, parce qu'il va vous manifester des grandes souffrances corporelles et mentales en même temps. Alors là, effectivement, on en arrive au sujet, on ne se pose même plus la question, puisque mon corps n'avance plus, ma tête avance, mais il y a un moment, je suis obligée d'écouter mon corps. Et quand on dit que le travail, c'est la santé, effectivement, mais quelquefois, rien faire, c'est la conserver. Donc là, j'ai un vrai sujet, c'est de se dire, est-ce que moi, je suis peut-être jeune ou moins jeune, à mon stade, je ne vois pas la vie sans arrêter de travailler. Ok. Sauf que, malheureusement, mon corps me dit stop là. Alors, ce volet-là me va très bien et je prends conscience qu'aujourd'hui, ça fait partie de la guérison, d'arrêter de travailler et je peux faire d'autres choses dans lesquelles je vais m'épanouir. Ou à l'inverse, finalement, je refuse cette situation et mon état de santé s'aggrave. Et là, moi, c'est juste le message que j'ai envie de vous dire, c'est si demain vous êtes contraint d'arrêter de travailler compte tenu de votre état de santé, s'il n'y a qu'un travail à faire parce que vous ne pouvez pas l'accepter, c'est de vous faire accompagner sur justement l'acceptation de ce que l'on pourrait dire l'inacceptable. Hein, quel que soit l'âge que l'on est, on est tous de court passage sur Terre. L'idée, c'est de prendre soin de soi. Et si le corps vous manifeste des grandes souffrances lors du travail, ça veut dire que passez à autre chose. Et passer à autre chose, c'est pas forcément s'isoler. Hein. On fait toujours une représentation, hein, surtout dans nos cultures. Le travail, d'ailleurs, la première question qu'on se pose, c'est tu fais quoi dans la vie ? Ah, je suis malade, je travaille pas. Tout de suite, c'est frustrant. Hein. On n'aime pas dire ça. Hein. On peut dire d'autres choses. Hein. Déjà, vous pouvez faire d'autres choses de votre vie. Et quoi que vous ayez et quoi que vous fassiez, l'essentiel, c'est que vous vous sentiez bien dans votre peau et que votre corps vous manifeste ce bien-être. Donc, préserver sa santé, pour moi, c'est vraiment important. Donc ensuite, le deuxième volet, c'est aussi de se dire que bien quelquefois, quand vous êtes bien, vous pouvez aussi, si vous ne pouvez pas travailler, vous pouvez venir rejoindre des associations telles que la nôtre, où vous verrez, là effectivement, on fait du travail, on n'est pas forcément rémunéré, mais ça donne tellement plus. Donner, on dit que c'est recevoir, mais je vous confirme que rien que de vous voir là, c'est que du bonheur. Alors je vais passer la parole à Marie-Hélène, qui va vous présenter donc la suite. Donc, par rapport à ce que vous a dit Muriel, on est allé demander aux malades, aussi bien côté pathologie digestive ou rhumatisme, ce qu'ils pensaient de leur vie au travail et comment ça se passait et qu'est-ce qu'ils vivaient. Donc, dans l'étude réalisée par l'AFA, donc auprès de 1400 personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, on a 76% des personnes qui nous disent qu'ils sont satisfaits de leur vie professionnelle. Alors, ce qui est important à noter, c'est que c'est un chiffre qui est supérieur à celui qu'on obtient quand on pose la même question à la population générale française. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a une vraie envie de travailler et les patients y trouvent une satisfaction qui est importante. Alors, ça ne veut pas dire effectivement que travailler avec une maladie chronique, ce soit facile. La majorité des malades nous disent qu'ils ont eu des difficultés de toute nature pour travailler. Et en tout cas, pour ceux qui travaillent, ça se traduit par du stress ou par une fatigue qui sont supérieures à ce qu'on rencontre évidemment chez les personnes qui ne sont pas malades, parce que ça suppose un effort important de tous les instants et de tous les jours pour continuer cette vie professionnelle.
c'est aussi, on a beaucoup de personnes qui nous disent que cette maladie, elle a eu un impact sur leur vie professionnelle au sens où ils ont dû soit changer d'activité professionnelle complètement, soit en tout cas adapter, choisir un type de poste ou un type d'affectation plutôt qu'un autre. Donc globalement, ça demande évidemment des efforts, ça génère du stress, mais les gens qui travaillent sont satisfaits de le faire et trouvent que cette vie professionnelle leur apporte beaucoup. Donc sur l'étude concernant les rhumatismes, la majorité des patients travaillent aussi, donc il y a une envie d'exercer une activité professionnelle. Et donc il y a, comme pour les pathologies digestives, une vraie volonté de conserver un travail rémunéré. Et donc c'est vrai que probablement les traitements qui permettent de plus en plus de stabiliser l'état contribuent au maintien de cette vie professionnelle et qu'on a moins qu'autrefois des gens qui sont totalement exclus de l'emploi, même si ça reste difficile, comme je le disais précédemment. Bon, Muriel a présenté un peu 4 situations ou 4 postures qu'on pouvait avoir face à la vie professionnelle en fonction des difficultés que l'on rencontre ou de ses ressources propres. Alors ça fait tout à fait résonance avec l'étude faite par l'AFA, puisqu'on a aussi construit une sorte de typologie des malades. Et donc ça montre bien la diversité des situations. Donc on va de personnes qui mènent une vie professionnelle, je dirais, tout à fait ordinaire et sans difficulté particulière, à des personnes qui sont totalement exclues de la vie professionnelle, c'est-à-dire qui ne peuvent pas travailler, en passant par des situations où la vie professionnelle se poursuit, mais avec des difficultés, des interruptions, un peu un combat. Donc c'est cette typologie que je vous montre et dans laquelle vous pouvez retrouver un peu les différentes situations qu'a décrites Muriel. Donc de quoi ça dépend ? Ça dépend bien sûr de la gravité de la maladie. Ça dépend aussi des ressources personnelles qu'on peut mettre dans ce combat, à la fois des ressources psychologiques, l'appui qu'on peut avoir de son entourage, la compréhension qu'on peut rencontrer dans son milieu de travail. Aussi des ressources telles que des diplômes ou des formations qui évidemment jouent un rôle important sur le marché du travail, et c'est encore plus vrai pour des personnes qui ont par ailleurs des difficultés de santé que sur l'ensemble de la population. Il y a une question qui est très très importante et qu'on nous pose sans arrêt, c'est est-ce qu'il faut parler de sa maladie ? Dans l'ensemble, ce sont des pathologies qui ne se voient pas, donc des handicaps invisibles. Donc, est-ce qu'il faut parler de sa maladie ou pas ? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de réponse qui valent pour tout le monde sur cette question. C'est vraiment à chacun d'y réfléchir et de prendre sa décision sur ce qu'il va faire. D'un point de vue légal, vous n'avez aucune obligation de signaler votre état de santé à votre employeur, que ce soit dans une phase de recrutement ou lorsque vous êtes déjà en emploi. Alors après, évidemment, le cacher, ne pas en parler suppose qu'on est à peu près capable de se débrouiller pour assurer son poste de travail sans qu'on remarque trop que vous avez des problèmes. Donc il y a des situations où ça n'est plus possible. Donc quand on a besoin d'aménagement, si les conditions d'exercice de l'emploi se dégradent avec des absences, dans ce cas-là, on rentre dans une autre logique où il est préférable d'en parler parce qu'on va avoir besoin de demander des aménagements. Et donc on reviendra un petit peu juste après sur un peu quelles sont les pistes pour obtenir des aménagements et concilier vie professionnelle et maladie. Bon, c'est clair que si on est bien diplômé, si on est ambitieux, si on veut faire carrière, parler de sa maladie, ça peut être un frein. Et donc, il y a des situations où la discrétion s'impose. Quand j'ai des jeunes qui me disent « Est-ce que je dois en parler quand je passe mon entretien de recrutement ?» Moi, je dis plutôt « Taisez-vous, parce que malgré tout,
le monde n'est pas toujours rose et ça peut être une raison pour ne pas, par exemple, confirmer une période d'essai. Bon, donc je vous dis blanc et je vous dis noir en même temps, donc ça veut dire que c'est vraiment une appréciation personnelle de sa situation, de ce que l'on se sent capable de faire ou pas. Et donc nous, on est là éventuellement pour vous aider à y réfléchir et en discuter avec vous, mais ça reste un choix personnel, il n'y a pas d'obligation ni dans un sens ni dans l'autre. Justement, on a demandé aux malades ce qu'ils font. Donc, en tout cas, pour les malades atteints de maladies digestives, ce qu'on constate, c'est que la majorité des personnes parlent à leur environnement professionnel. Donc, là, il s'agit des collègues les plus proches ou du supérieur hiérarchique. Donc, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien et ça peut avoir un effet extrêmement positif parce qu'on va se sentir soutenu et on va pouvoir vivre au travail de manière plus naturelle sans être obligé de cacher ses difficultés. Mais ce n'est pas sans risque parce qu'on voit à peu près un quart des situations où des personnes qui en ont parlé se disent « je n'aurais pas dû le faire parce que ça a eu des conséquences négatives ». Ce qui montre effectivement que ça reste une question difficile, même quand on y a bien réfléchi, on n'est pas tout à fait sûr du résultat. Pour terminer sur ce que nous disent les malades, il y a une très très grosse attente évidemment qui est la question de la gestion du temps de travail ou des conditions dans lesquelles on travaille, donc avec de grosses attentes de flexibilité. Et puis un sujet qui n'était pas sur ce graphique mais qui revient régulièrement, c'est la possibilité de télétravailler, en tout cas pour les métiers qui le permettent. Donc on espère qu'il y aura des avancées dans les prochaines années sur ce sujet puisque les pratiques des entreprises sont extrêmement diverses. Je vais redonner la parole à Muriel. Donc en fait, pour enchaîner sur ce que vient de dire Marie-Hélène, effectivement on n'est pas forcément dans le monde des bisounours. Vous savez que dans ce monde il faut être beau, riche et en bonne santé. Donc nous sommes beaux, pas tous riches et pas tous en bonne santé. Donc on a un cadre juridique qui vient de se renforcer avec la loi égalité et citoyenneté donc du 27 janvier 2017. Donc en fait cette loi vous la connaissez tous parce qu'elle est sur deux volets en matière de droit pénal et de droit du travail. Et donc en fait ce qu'on nous dit là c'est que les entreprises, les groupes qui ont plus de 300 salariés auront l'obligation de former leur DRH, toutes les personnes managers et RRH seront obligées d'être formées sur recruter sans discriminer. Donc là, on arrive quand même sur un volet très intéressant, car vous savez, ce n'est pas toujours les groupes les plus gros qui prennent le plus soin des salariés, donc sans jugement. Mais cette obligation va ouvrir une porte qui existait déjà dans la loi de discrimination, mais qui est renforcée dans le Code du travail. Alors en fait, l'idée, c'est tout simplement, à travers ça, donc de continuer à préserver, comme ça l'était auparavant, la vie des candidats et des salariés, c'est-à-dire comme on vous l'a dit quand vous êtes en période de recrutement, qu'est-ce que je fais, je dis pas. Une chose est sûre, c'est que vous n'avez aucune obligation de le dire à votre employeur. C'est un secret. Quand bien même vous êtes reconnu en tant que travailleur handicapé, votre employeur le sait, mais il n'est pas obligé de savoir la pathologie que vous avez. C'est très important. Alors après, on peut effectivement se confier à nos collègues, on peut se confier aux médecins du travail, on en reparlera aussi tout à l'heure. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, donc l'article L1132.1 du Code du travail vient renforcer les informations qui sont demandées par le recruteur au candidat. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, c'est comme sur l'autoroute, on sait qu'on ne doit pas rouler plus de 130 km/h. Il y en a qui le font, il y a des radars, ils se font attraper. Et puis vous allez prouver que lors d'un entretien, vous allez subir de la discrimination par rapport à votre état de santé. Juste, ce n'est pas très facile. Sauf que quand on fait une loi, il y a quand même une idée derrière cette loi, c'est qu'au fil des temps, et vraiment je tiens à vous le dire, il faut y croire. C'est-à-dire que si vous avez le sentiment que vous avez été lésé par rapport à votre état de santé, il faut vous manifester auprès du défenseur du droit, donc on verra un petit peu plus tard la suite.
Alors en fait, la réalité sur le terrain, on s'en rend bien compte, hein, les discriminations, elles apparaissent, hein, il n'y a pas que pour les gens malades. Hein. Déjà, il suffit d'être peut-être une femme pour qu'il y ait de la discrimination. Hein. On a un vrai volet sur le harcèlement, hein, mais qui concerne aussi certains hommes. Et donc, elles apparaissent au moment de l'embauche. Donc, on a des pourcentages qui nous disent qu'au niveau de l'état de santé, il y a quand même environ presque 10% des personnes qui sont discriminées par rapport à leur état de santé. Donc moi, j'ai juste envie de dire que cette loi, c'est quand même bien qu'elle existe. Ensuite de ça, le handicap, hein, environ 9%, donc c'est aussi important. Et puis la grossesse, bon, ça on le sait depuis toujours. Donc ce qui veut dire que si vous êtes une femme enceinte et que vous êtes atteinte de maladies inflammatoires chroniques, juste un petit conseil, mesdames, motus et bouche cousue. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette loi du 27 janvier, elle a ouvert des critères, mais de plus en plus, hein, c'est-à-dire qui peut le plus puis le moins. Hein, vous savez que les lois, c'est des millions de pages qui s'adossent. Et là, on a 24 critères de discrimination. Alors bien sûr, on ne va pas tous les passer, mais tout du moins, ceux qui peuvent nous concerner, bien sûr, c'est le handicap, l'état de physique, l'état de santé, pardon, et l'apparence physique. C'est très important. Bien sûr, les caractéristiques génétiques, la grossesse, je l'ai évoqué, et la perte de mobilité. Alors, ce que je vous dis là, c'est bon pour un recrutement, mais c'est aussi bon quand vous êtes déjà dans une entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas de perte de mobilité et soudainement, mon état de santé s'aggrave et l'air de rien, je commence à être mise au placard parce qu'on considère que je ne fais pas avancer le bateau. Donc ça, c'est pareil. Hein, vous avez des droits. Et réellement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans ce monde, il y a des millions de lois et personne, on n'ose pas aller voir un avocat. Nos associations sont là pour ça. Nous avons des juristes, nous avons des avocats qui sont là pour défendre vos droits. Donc quand vous avez le sentiment que vous êtes pas respecté, la loi n'a pas été appliquée, vous nous en faites part. Sachez-le, c'est très important. Hein. Donc voilà, je vous avais repris 3 articles. Ce qui est intéressant, c'est de vous dire qu'il y a quand même le code du travail, mais il y a aussi le code pénal. Hein. Alors ensuite, on arrive sur le handicap. Oui, donc je voudrais compléter en rentrant un peu sur des approches peut-être concrètes de quels sont les droits et de qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans ces situations d'être malade et de vouloir continuer à travailler. Donc il y a un cadre législatif qui existe et qui apporte des droits, qui est celui du handicap. Alors, ce n'est pas forcément toujours très bien accepté par les malades chroniques qui se disent « mais moi je ne suis pas handicapé ». Parce que la vision du handicap, c'est la personne qui marche avec une canne blanche ou qui est dans un fauteuil roulant. Néanmoins, depuis 2005, tout ce qui concerne le handicap a été étendu aux personnes qui souffrent de troubles de santé invalidants. Donc, quand on a une difficulté de santé liée à une pathologie chronique, on peut bénéficier des droits associés au handicap. Donc, il faut le savoir parce que ça peut être extrêmement utile. Donc on parle bien de droits, donc de troubles de santé invalidants. Je vous ai mis sur le slide, c'est vraiment le texte de la loi pour que vous convainquiez que vous êtes effectivement concerné. Donc se faire reconnaître comme travailleur handicapé, c'est une démarche qui consiste à remplir un dossier que l'on transmet à la maison départementale des personnes handicapées de son département. Donc on trouve les formulaires sur le site internet de la MDPH de son département. Donc il y a 2 parties, une partie où on dit qui on est et un peu quel est son projet de vie ou les difficultés que l'on rencontre et ce que l'on attend. Et puis d'autres, un volet médical. Alors, il faut bien avoir en tête que c'est une démarche qui reste confidentielle, c'est-à-dire que votre employeur n'est pas mis au courant que vous faites la démarche, n'est pas mis au courant non plus que vous avez eu une réponse positive. Donc, même si vous faites la démarche et que vous êtes reconnu travailleur handicapé, vous restez libre d'utiliser ou pas les possibilités associées à cette démarche. Il faut avoir conscience que les délais d'obtention sont longs. 4 mois, 6 mois, parfois plus, suivant les départements. Donc même quand on va bien, comme on est sur des pathologies où il y a des hauts et des bas pas toujours très prévisibles, ça peut être utile de faire la démarche en se disant je m'en servirai si ça va moins bien et si vraiment j'en ai besoin. Alors, donc, à quoi ça sert ? Ça sert que les entreprises et les administrations, d'ailleurs, ont l'obligation de recruter au moins 6% de personnes handicapées, sinon elles payent des pénalités.
Donc ça peut donner lieu à des droits à des formations particulières, et surtout à des aménagements de poste. Ce qui est important, parce que j'entends souvent, vous pouvez avoir des difficultés à faire comprendre à votre management que vous avez des difficultés de santé qui sont réelles, justement parce qu'on vous dit non mais on ne comprend pas, tu as l'air bien, pourquoi tu dis ça? Et donc la RQTH, ça confirme bien de manière un peu officielle, si je puis dire, que vous avez un problème de santé important. Et donc ça vous ouvre droit à des aménagements de votre poste de travail ou de vos horaires. Si vous vous dites je ne peux pas travailler très tôt le matin ou très tard le soir, des choses comme ça, c'est dans le cadre de la reconnaissance de handicap que vous allez pouvoir obtenir ça. Donc il y a aussi, et il faut le savoir, très souvent des avantages supplémentaires qui ont été négociés entreprise par entreprise ou branche par branche. Donc là, il faut se renseigner dans votre environnement professionnel pour savoir ce que ça apporte d'être reconnu travailleur handicapé pour pouvoir en bénéficier. Il faut avoir en tête aussi que dans dans les entreprises de taille un peu importante ou dans les administrations, il y a de plus en plus des responsables de mission handicap ou correspondants handicap, enfin le titre peut varier, mais c'est des gens qui sont là pour aider les salariés à concilier leur vie professionnelle et leur maladie et qui vont être un peu des ressources ou des médiateurs pour régler les problèmes et trouver des solutions. Alors, d'autres ressources, la responsable de la mission handicap, je l'ai déjà évoqué. Un point qu'il faut aussi savoir, c'est que la personne qui, dans l'entreprise, a le droit et la mission de prescrire des aménagements du temps de travail, c'est le médecin du travail. Donc, quand on a une difficulté, quand on a besoin que quelque chose soit modifié dans la façon dont on exerce son travail, il faut aller voir le médecin du travail et en parler avec lui. C'est lui qui va l'écrire et ce qu'il écrit est contraignant pour l'employeur. Donc n'oubliez pas, RQTH, médecin du travail, c'est par là qu'il faut commencer. RQTH, ça veut dire reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Alors, et puis évidemment, pour terminer, j'insiste sur le fait que les associations sont là pour vous aider. Aujourd'hui, on vous donne quelques éléments un peu de réflexion générale. Il va falloir adapter tout ça à votre propre situation. Donc n'hésitez pas à contacter les associations. On est là pour vous aider. Pas pour prendre les décisions à votre place et vous dire faut faire ci ou faut faire ça, mais pour vous dire quels sont vos droits, quelles sont les pistes, et puis pour vous aider à réfléchir. Bon, je repasse sur la question du médecin du travail. En 3 minutes. Oui, mais t'inquiète pas, on arrive à la fin. Donc on voit que dans les pathologies rhumatismales, le médecin du travail est bien mieux connu que pour les maladies digestives, peut-être parce qu'il y a un peu plus souvent vraiment des difficultés à faire certains gestes ou des difficultés fonctionnelles. Et pour terminer sur les associations, pour en savoir un peu plus, vous avez là le logo, la page de couverture d'une petite brochure que vous trouvez sur le site de l'association, mais qui est aussi disponible dans sa version papier sur les stands et sur lesquels vous trouverez un premier niveau d'information, y compris par exemple sur la question de la RQTH, les premiers éléments d'information sur comment s'y prendre. Voilà, c'est fini et je pense que nous sommes à l'heure. Formidable.